Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci, ni même pourquoi j'ai accepté de raconter cette aimante histoire. C'est peut-être parce qu'elle me ronge depuis des années, à la limite de ma santé mentale. Ou peut-être est-ce parce que je ne peux plus garder ce secret, pas après tout ce que j'ai vu et lu. Quelle que soit la raison, la voici, mise à nu pour qui veut bien l'entendre. Sachez que si vous lisez ceci, vous commencerez peut-être à remarquer des choses, vous aussi. Des appels étranges, des lumières vacillantes, des ombres qui n'ont pas lieu d'être. Tout a commencé dans les archives. Je travaillais comme assistante dans une division de recherche qui s'occupait de documents soviétiques classifiés, de vieux dossiers enfouis si profondément qu'ils étaient censés rester oubliés. La plupart d'entre eux étaient monnaie banale, rapports sur la production industrielle, expériences ratées, mémos censurés. Mais un jour, j'ai trouvé quelque chose qui ne collait pas. Il s'agissait d'un dossier poussiéreux, sans étiquette, enfoui au fond d'un classeur. Dès que je l'ai touché, j'ai senti son poids, comme s'il n'y avait pas que du papier à l'intérieur, mais quelque chose de plus lourd, quelque chose de vivant. Lorsque je l'ai ouvert, mes mains ont commencé à trembler. Les pages bottaient assez vieilles, cassantes, marquées de l'insigne du KGB et du mot « classified » à l'encre rouge et grasse. Les premiers documents étaient des rapports datant des années 1950, détaillant une expédition polaire soviétique en Antarctique. Mais il ne s'agissait pas des missions d'exploration habituelles que j'avais vues. Le langage était différent, vague, cryptique, rempli de caviardage et de sections entièrement noircies. Et plus j'avançais dans ma lecture, plus je comprenais pourquoi il l'avait caché. L'expédition n'était pas seulement scientifique, il s'agissait de quelque chose de plus sombre, de quelque chose que le monde n'était pas censé connaître. La mission s'intitulait officiellement Opération Krasny Zaria, Aube rouge. Nous sommes en 1956, en pleine guerre froide, et les Soviétiques cherchent désespérément à surpasser les Américains dans tous les domaines, y compris l'exploration de l'Antarctique. Une équipe de 12 chercheurs polaires et militaires a été envoyée pour établir un avant-poste éloigné près du plateau de Vostok, l'un des endroits les plus froids et les plus isolés de la planète. Les rapports décrivent l'avant-poste comme un triomphe de l'ingénierie soviétique, une installation isolée conçue pour résister aux conditions brutales de l'Antarctique. Mais ce qui ne figurait pas dans les documents officiels, c'était la raison pour laquelle ils avaient choisi cet endroit précis. Selon une note de service lourdement expurgée et enfouie dans le dossier, les coordonnées avaient été sélectionnées sur la base d'anomalies magnétiques inhabituelles, détectées par des relevés aériens. Ces anomalies ne correspondaient à aucune formation géologique connue, et certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'elles pourraient donc être la preuve de la présence de quelque chose d'enfoui sous la glace. Le KGB s'est immédiatement intéressé à la question. Les ordres sont venus des plus hautes sphères du gouvernement. Les anomalies doivent être étudiées discrètement, dans le plus grand secret. Personne en dehors de l'équipe ne doit connaître le véritable objectif de la mission. Pas même les autres expéditions soviétiques opérant en Antarctique. L'avant-poste est opérationnel à la fin du mois de janvier 1956. Les premières de semaine se sont déroulées sans incident. L'équipe fait état de conditions stables, d'aucune défaillance majeure de l'équipement et d'un bon moral. Mais les anomalies ont commencé à les affecter. Le premier incident est mineur, presque risible, rétrospectivement. L'un des scientifiques, le docteur Ivanov, a affirmé avoir entendu un léger bourdonnement alors qu'il travaillait à l'extérieur de l'avant-poste. Il pensait qu'il s'agissait simplement du vent, mais lorsqu'il en a parlé aux autres, 3 autres membres de l'équipe ont admis avoir entendu la même chose. Un bourdonnement bas et rythmé, presque comme une pulsation, provenant de quelque part sous la glace. Dans un premier temps,
Ils ont considéré qu'il s'agissait d'une sorte d'illusion acoustique, d'un phénomène naturel causé par le déplacement de la glace. Mais le bourdonnement a persisté, devenant de plus en plus fort et distinct au fil des jours. Bientôt, il ne s'agissait plus d'un simple son. Les instruments de l'équipe ont commencé à capter d'étranges signaux électromagnétiques, de brèves bouffées d'énergie qui ne semblaient suivre aucun schéma discernable. Les signaux n'étaient en pas locaux. Ils provenaient des profondeurs de la glace, directement sous l'avant-poste. L'équipe a installé des équipements de surveillance supplémentaires, dans l'espoir de remonter à la source des signaux. Ce qu'ils ont découvert n'avait aucun sens. Les signaux étaient trop réguliers, trop structurés pour être naturels. Ils émettaient des séquences qui ressemblaient à un code binaire, bien qu'aucun des scientifiques n'ait pu en décoder le sens, et ils devenaient de plus en plus forts. À la mi-février, le bourdonnement était devenu une présence presque constante, audible même à l'intérieur des murs isolés de l'avant-poste. L'équipe s'est devenue irritable, s'emportant les uns contre les autres pour des désaccords mineurs. Le sommeil est devenu difficile, perturbé par de vifs cauchemars que plusieurs membres ont qualifiés de inhumains. Et puis, dans la nuit du 18 février, l'un d'entre eux a disparu. Il s'agit du lieutenant principal Yuri Petrov, l'un des militaires affectés à la mission. Selon le rapport, il a été vu pour la dernière fois dans le dôme d'observation vers 22 heures pour vérifier l'équipement de surveillance. Lorsque l'équipe du matin est arrivée, elle a trouvé le dôme vide. Le manteau et les gants de Petrov étaient toujours accrochés à la porte, mais il n'y avait aucune trace de lui. Dans un premier temps, ils ont pensé qu'il était sorti sans son équipement. Un acte de pure folie, compte tenu des températures négatives. Mais en fouillant les alentours, ils n'ont rien trouvé. Pas d'empreinte, pas de traces, aucun signe qu'il ait quitté le dôme. L'équipe est ébranlée. Petrov était un soldat expérimenté, pas du genre à commettre des erreurs d'inattention. Mais alors que les heures se passent sans qu'il ne donne signe de vie, les tensions commencent à s'exacerber. Certains accusent l'équipement, affirmant qu'il a mal fonctionné et provoqué un accident. D'autres évoquent à voix basse les anomalies, suggérant que ce qui se trouve sous la glace l'a emporté. Le rapport officiel indique que Petrov s'est probablement égaré et a succombé aux éléments. Mais le dossier comprend une note manuscrite du chef de l'expédition, le capitaine Dmitri Volkov, qui raconte une autre histoire. Il n'y a pas de traces, peut-on lire dans cette note. C'est comme s'il s'était volatilisé. Après la disparition de Petrov, l'atmosphère dans l'avant-poste a changé du tout au tout. Ce qui avait été une équipe de professionnels disciplinés, travaillant à la réalisation d'un objectif commun, a sombré dans le chaos. Certains exigent l'abandon immédiat de la mission, arguant que ce qui se trouve sous la glace ne vaut pas leur vie. D'autres, en particulier les militaires, ont insisté pour rester, pensant que battre en retraite serait perçu comme un échec, ou pire, comme de la lâcheté, par les supérieurs à Moscou. Le capitaine Dmitri Volkov tente de les maintenir ensemble, mais même lui commence à craquer. Le bourdonnement s'est amplifié, une vibration constante et profonde qui semble résonner dans leur crâne. Il était presque impossible de dormir, et ceux qui parvenaient à s'endormir se réveillaient souvent en hurlant, leurs rêves étant remplis d'images tordues, de géométrie impossible et de figures inhumaines se tordant sous des couches de glace. C'est un géologue débutant, Pavel Smirnov, qui les a découvertes en examinant des carottes de glace prélevées directement sous l'avant-poste. À première vue, les carottes semblaient ordinaires, des couches compactes de neige et de glace accumulées au fil des millénaires. Mais au plus profond de l'un des échantillons, Smirnov a remarqué quelque chose d'inhabituel, de légères lignes gravées dans la glace,
formant des motifs complexes qui ressemblaient à des symboles. Ces lignes étaient donc trop précises pour être naturelles, trop délibérées. Smirnov montre la carotte au docteur Ivanov, le principal scientifique de l'équipe. Le visage d'Ivanov pâlit lorsqu'il examine les marques. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il trace les motifs avec son doigt. « Ce ne sont pas des formations géologiques, dit-il finalement. Quelqu'un, ou quelque chose, les a créés. Les symboles ne ressemblaient à rien de ce qu'Ivanov avait vu, leur complexité défiant toute analyse. Certains ressemblent à des formes géométriques abstraites, tandis que d'autres semblent presque organiques, comme des veines ou des racines. Ivanov devient obsédé, passant des heures à étudier les carottes au microscope et à dessiner les symboles dans son carnet. L'équipe a foré plus profondément, dans l'espoir de trouver d'autres échantillons, et c'est ce qui s'est passé. Chaque carotte extraite de la zone, située sous l'avant-poste, contenait des marques similaires, de plus en plus complexes et denses au fur et à mesure qu'ils descendaient. Et puis, ils ont trouvé quelque chose de solide. Il était un peu plus de minuit lorsque la foreuse l'a frappé. Un grand cri métallique qui s'est répercuté dans l'avant-poste comme un hurlement. L'équipe s'est rassemblée autour du site de forage, leur souffle s'embrumant dans l'air glacial, tandis qu'ils regardaient dans le trou. Au fond, à peine visible à travers la glace, il y avait un reflet de quelque chose d'anormal. Les géologues ont travaillé toute la nuit, élargissant prudemment le trou, ébréchant la glace jusqu'à ce qu'ils puissent la voir clairement. Ce qu'ils ont découvert, c'est une surface lisse et métallique, incroyablement noire, comme si elle absorbait toute la lumière. Elle était parfaitement plane, sans les rayures et les fissures qui auraient dû marquer sa surface après avoir été ensevelie sous des tonnes de glace pendant des millénaires. Au matin, ils avaient mis à nu une section d'environ 2 mètres de diamètre. Elle faisait manifestement partie de quelque chose de beaucoup plus grand, mais personne n'a pu déterminer ce que c'était. Ivanov a émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une sorte de structure ou d'appareil, mais personne ne pouvait expliquer comment il s'était retrouvé sous des kilomètres de glace antarctique, ni qui ou quoi l'avait placé là. La découverte aurait dû être une raison de se réjouir, mais au lieu de cela, elle a aggravé le malaise de l'équipe. Le bourdonnement qui les tourmentait depuis des semaines s'est intensifié, atteignant un niveau presque assourdissant qui leur donnait mal aux dents. Les signaux électromagnétiques sont devenus plus erratiques, se transformant en pics aigus qui ont provoqué le dysfonctionnement de leurs instruments. Et puis, les hallucinations ont commencé. Cela a commencé par des chuchotements, des voix faibles et indistinctes qui semblaient venir de nulle part et qui s'exprimaient dans une langue qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait. Au début, seuls quelques membres de l'équipe ont déclaré les avoir entendus, mais en quelques jours, tout le monde a été touché. Les voix étaient toujours là, une présence constante et exaspérante qui empêchait de penser clairement. Volkov a ordonné à l'équipe de rester à l'intérieur de l'avant-poste, espérant que le fait de s'isoler du site de forage l'aiderait. Ce ne fut pas le cas. Les voix les suivaient dans leurs rêves, de plus en plus fortes, de plus en plus insistantes. Certains membres de l'équipe ont affirmé qu'ils pouvaient sentir quelque chose qui les observait. Un regard lourd et froid qui pesait sur eux comme le poids de la glace au-dessus d'eux. Le docteur Ivanov devint de plus en plus erratique, marmonnant tout seul en arpentant les couloirs étroits de l'avant-poste. Il ne mangeait plus, ne dormait plus, son attention étant entièrement accaparée par les croquis des symboles qu'il avait réalisés. « Ils ne sont pas aléatoires, dit-il un jour, la voix rauque. Ce sont des instructions, des avertissements. » Volkov tente de le faire parler plus longuement, mais Ivanov refuse et se retire dans ses quartiers en fermant la porte à clé. Plus tard dans la nuit, l'équipe a trouvé sa chambre vide. La porte était toujours verrouillée de l'intérieur, mais Ivanov n'était plus là. Son manteau et ses bottes sont toujours là,
ainsi que ses cahiers, dont les pages sont couvertes de gribouillages frénétiques. Volkov lance des recherches, mais comme Petrov avant lui, Ivanov a disparu sans laisser de traces. Après la disparition d'Ivanov, l'équipe est au bord de l'effondrement. Les membres y restants manquent de sommeil, sont paranoïaques et fonctionnent à peine. L'avant-poste était devenu une prison, et le bourdonnement et les chuchotements constants rongeaient leur santé mentale. Même Volkov, le capitaine stoïque qui les avait maintenus ensemble malgré tout, commençait à faiblir. L'artefact était leur point de mire. Il se profilait dans leur esprit à la fois comme une découverte et comme une menace, sa surface parfaitement lisse, se moquant de leur incapacité à le comprendre. Peu importe à quel point ils ébréchaient chez la glace, elle semblait s'étendre à l'infini sous leurs pieds. Et puis, un jour, ils ont trouvé une ouverture. Cette découverte était le fruit d'un accident. Un géologue, Alexei, était en train de dégager la glace des bords d'orne de l'artefact lorsque son burin a glissé dans une étroite fissure. En dessous, il y avait un creux, un espace qui n'aurait pas dû exister. L'équipe a rapidement élargi l'ouverture, exposant ce qui semblait être une entrée. La brèche menait à un tunnel creusé directement dans la glace, dont les parois étaient anormalement lisses, comme si elles avaient été fondues plutôt qu'ébréchées. L'air à l'intérieur était glacial, mais vicié, portant une inexplicable odeur métallique qui leur donnait des démangeaisons à la gorge. Il était trop étroit pour être exploré immédiatement. Volkov ordonna donc aux hommes de l'élargir, même si son instinct lui soufflait qu'il ne devait pas aller plus loin. Cette nuit-là, Alexei disparaît. Sa couchette était vide lorsque l'équipe se réveilla, mais son manteau et ses bottes étaient toujours en place. Cette fois-ci, il y avait des traces, des empreintes de pas nus, menant de la couchette au tunnel. Elles s'arrêtant juste à l'intérieur de l'ouverture, comme si Alexei avait marché pieds en nu et avait été avalé par la glace. Volkov essaya d'ordonner que le tunnel soit scellé, mais les autres s'y opposèrent. Alexei était peut-être encore en vie, et s'il y avait une chance de le sauver, il fallait essayer. Volkov accepta à contre-cœur et conduisit une équipe de 3 personnes dans le tunnel le lendemain matin. Le tunnel descendait à un angle aigu, se tordant et se courbant comme s'il avait été délibérément conçu pour dérouter quiconque d'y pénétrait. Les murs brillaient d'ormes de givre, les surfaces lisses reflétant les faibles faisceaux de leurs lampes de poche. Plus ils avançaient, plus le bourdonnement s'intensifiait jusqu'à ce qu'ils aient l'impression que le son provenait de l'intérieur de leur propre crâne. Après ce qui leur sembla être des heures, mais qui n'étaient probablement que des minutes, le tunnel déboucha sur une vaste chambre. Les murs étaient étaillés dans la glace, mais au centre se dressait une autre structure, quelque chose de massif et d'extraterrestre. Elle avait la forme d'une flèche, et sa surface était du même matériau noir mat que l'artefact ci-dessus. D'étranges symboles couvraient de sa surface, luisant faiblement d'une lumière verte maladive qui pulsait en même temps que le bourdonnement. Au pied de la flèche, ils trouvèrent Alexei. Il était agenouillé dans la glace, la tête baissée comme pour prier. Lorsqu'ils s'approchèrent, il ne bougea pas. Volkov l'appela par son nom, mais il ne répondit pas. Finalement, l'un des hommes d'Anis tendit la main pour le toucher, et Alexei s'effondra sur le côté, révélant son visage. Il n'avait plus d'yeux. Là où ils auraient dû se trouvaient des orbites lisses et vides, la chair étant anormalement lisse, comme si les yeux n'avaient jamais existé. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux, figé à mi-souffle, les dents serrées dans une grimace de terreur inimaginable. Mais le pire, ce sont ses mains. Elles étaient serrées l'une contre l'autre, agrippant un tesson déchiqueté de matière noire. Volkov voulait partir. Il se retourna pour ordonner aux hommes de sortir, mais ils se dirigeaient même déjà vers la flèche, les yeux écarquillés et vides, comme s'ils étaient en transe. Il leur cria dessus, en saisit un par l'épaule, mais l'homme le repoussa,
avec une force presque inhumaine. Volkov ne put que les regarder s'agenouiller à la base de la flèche, comme l'avait fait Alexei, les mains tendues vers sa surface incandescente. Puis, les lumières de la chambre s'éteignirent. Le bourdonnement atteignit un crescendo, un son si fort et si enveloppant que Volkov tomba à genoux, s'agrippant à la tête. La flèche se mit à briller plus intensément, sa lumière d'un vert maladif baignant la chambre d'un éclat étrange et artificiel. Puis elle parla, pas avec des mots, mais avec des pensées, des images, des émotions, des concepts qui frappèrent par l'esprit de Volkov avec la force d'un raz-de-marée. Il vit des aperçus de choses qu'il ne pouvait pas comprendre, des vides sans fin remplis de formes qui se tordaient, des villes qui s'étendaient dans l'éternité, des êtres de lumière et d'ombre qui se déplaçaient avec un but mais sans forme. Il ressentait leur faim, leur curiosité, leur indifférence à l'égard des créatures de minuscules et fragiles qui s'étaient maintes retrouvées par hasard dans leur domaine. Puis, les images changèrent. Il vit la terre tournant dans le vide, sa surface grouillante de vie. Il vit l'avant-poste, l'artefact, la flèche, et il comprit. Ils n'étaient même pas censés être ici. Ils avaient réveillé quelque chose d'ancien, quelque chose qui était enfoui sous la glace depuis plus longtemps que l'humanité n'existait. Cette chose n'était ni en colère, ni vengeresse. C'était simplement conscient. Lorsque Volkov ouvrit les yeux, il était seul. Les autres avaient disparu, leurs empreintes se dirigeant vers la flèche mais disparaissant avant qu'ils ne l'atteignent. Le corps d'Alexei s'était effondré en un tas, ses mains serrant toujours le tesson de matériaux noirs. Volkov ne se souvenait pas de la façon dont il était revenu à l'avant-poste. Il se souvint ensuite d'être resté à l'extérieur du tunnel, son souffle s'embrumant dans l'air glacial, tandis qu'il fixait l'entrée. Il voulait la sceller, enterrer à jamais la flèche et les horreurs qu'elle contenait. Mais lorsqu'il essaya de bouger, son corps refusa d'obéir. C'était comme si quelque chose en lui s'était brisé ou avait été enlevé. Le rapport final de Volkov, griffonné d'une écriture à peine lisible, était inclus dans le dossier que j'ai trouvé. C'était un compte-rendu décousu de l'expédition, rempli de références mais à la flèche, aux symboles et à l'entité qu'ils avaient réveillée. « Ils ne sont pas morts », lit-on dans un passage. « Ils ne sont pas vivants. Ils sont tout simplement. Et nous ne sommes rien pour eux. » Le rapport se termine par une seule phrase qui fait froid dans le dos. La glace ne les retiendra pas éternellement. Après le silence de l'avant-poste, le KGB a lancé une mission de récupération. À leur arrivée, ils ont trouvé l'installation abandonnée, ses murs recouverts de givre et ses équipements morts. Le tunnel s'était effondré, scellant tout ce qui se trouvait en dessous. Aucune trace des 12 membres de l'équipe initiale n'a jamais été retrouvée. L'équipe de récupération du KGB est arrivée 2 semaines après que l'avant-poste soit devenu silencieux. Ils s'attendaient à des victimes d'engelure, à des pannes mécaniques, voire à des victimes des conditions difficiles de l'Antarctique. Ce qu'ils ont trouvé au lieu de cela a défié toute explication. L'avant-poste était étrangement vierge, comme si toute l'équipe était simplement sortie se promener et n'était jamais revenue. Les repas étaient à moitié consommés, les effets personnels n'avaient pas été touchés et les lumières ronronnaient faiblement, alimentées par le générateur de secours de l'avant-poste. Le seul signe de quelque chose d'inhabituel était le froid. Il faisait bien plus froid qu'il n'aurait dû, même pour l'Antarctique. Les thermomètres de l'équipe de récupération ont enregistré des températures inférieures de près de 20 degrés à l'intérieur de l'installation par rapport à l'extérieur. La première priorité était de localiser l'équipe manquante. Ils passent au peigne fin l'avant-poste et les environs, mais ne trouvent aucun signe des 12 explorateurs. Les traces menant à l'entrée du tunnel étaient partiellement masquées par la neige
Mais elles étaient bien là, preuve évidente que quelqu'un s'était aventuré dans les profondeurs glacées. Lorsque l'équipe de récupération a atteint le tunnel, elle l'a trouvé partiellement effondré. La glace et les débris avaient scellé l'entrée, mais cela semblait avoir été fait délibérément, comme si cela avait été fait par la main de l'homme. Le chef de l'équipe, le major Kuznetsov, ordonne l'excavation du tunnel. Alors que les ouvriers s'attaquent à la glace, l'un d'entre eux trouve un objet incrusté dans le mur. Un tesson de matériaux noirs, identique à l'artefact décrit dans les notes de Volkov. Lorsque l'ouvrier l'a touché, il a poussé un cri étranglé et s'est effondré. Ses compagnons se précipitent à ses côtés, mais il est déjà mort, les yeux ouverts de terreur, le visage tordu dans un cri silencieux. Kuznetsov ordonne que l'éclat soit scellé dans un conteneur en plomb et renvoyé à Moscou pour analyse. L'équipe de récupération, ébranlée mais déterminée, poursuit son travail. Lorsqu'ils franchirent le tunnel effondré, le soleil descendait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la neige. Le tunnel les conduit à la chambre décrite dans le rapport de Volkov. Elle était exactement comme il l'avait écrit, des murs de glace lisses et scintillants, et une flèche noire s'élevant au centre. Le bourdonnement était toujours là, faible mais indéniable, vibrant à travers leurs bottes et jusque dans leurs os. La faible lueur verte de la flèche éclairait la chambre, projetant des ombres sinistres et vacillantes, qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Mais la flèche n'était pas la seule chose dans la chambre. Autour de sa base se trouvaient 12 personnages, agenouillés en cercle. Les lampes de poche de l'équipe de récupération les ont balayés, révélant des corps gelés, des membres de l'expédition disparus. Leurs visages y étaient mousses et pâles, leur peau gelée, mais leurs expressions étaient sereines, presque respectueuses. Chacun d'entre eux tenait dans ses mains un tesson de matière noire, serré contre sa poitrine. Leurs yeux ont disparu, remplacés par des orbites lisses et vides, comme ceux d'Alexei. Kuznetsov ordonne à ses hommes de récupérer les corps, mais dès qu'ils en touchent un, la chambre tremble. La lumière verte de la flèche s'intensifia et le bourdonnement s'amplifia jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Les hommes ne reculèrent en trébuchant, s'agrippant la tête, tandis que l'air autour d'eux semblait onduler et se déformer. C'est alors qu'ils le virent. Elle émergeait de la flèche elle-même, une masse de forme mouvante et tordue qui défiait toute description. Elle n'était ni solide ni liquide, ni ombre ni lumière. Il se déplaçait avec une grâce fluide et prédatrice, sa forme changeant constamment, comme s'il n'arrivait pas à décider quelle forme prendre. Et ses yeux, si tant est qu'on puisse les appeler des yeux, étaient infinis, fixant tous les angles, toutes les surfaces, toutes les ombres. L'équipe de récupération a paniqué. Les hommes ont crié et couru, abandonnant leur équipement au fur et à mesure que la chose avançait. Elle ne se déplaçait pas rapidement, mais elle n'en avait pas besoin. Partout où elle passait, la glace semblait se décomposer, fondant en mare noircie, fumante et sifflante. Kuznetsov saisit l'homme le plus proche et lui cria de se replier, de se retirer à la surface. Mais la présence de la créature était écrasante, un poids physique qui rendait la respiration et la pensée difficile. Les hommes trébuchèrent dans le tunnel, leurs lampes de poche vacillant, tandis que le bourdonnement de la créature emplissait leurs oreilles, vibrant dans leur crâne. Seule la moitié de l'équipe s'en sort. Lorsque les survivants atteignirent la surface, ils constatèrent que la température avait encore baissé. Le générateur de secours de l'avant-poste est tombé en panne, plongeant l'installation dans l'obscurité. Kuznetsov prend la décision d'abandonner la mission. Ils chargent le peu d'équipement qu'ils peuvent récupérer dans leur véhicule et abandonnent de l'avant-poste à la glace. À leur retour à Moscou, les survivants sont immédiatement mis en quarantaine et interrogés par les agents du KGB. Le rapport de Kuznetsov est classé secret défense et les hommes sont contraints
au silence sous peine de mort. Le tesson récupéré dans le tunnel est envoyé dans un laboratoire secret, mais les scientifiques chargés de l'étudier tombent rapidement malades. Plusieurs d'entre eux sont morts, leurs symptômes ressemblant étrangement à des engelures, alors qu'ils n'avaient jamais été exposés au froid. L'histoire officielle est simple. L'avant-poste a été détruit par une violente tempête et les membres de l'expédition sont présumés morts. Le site était considéré comme dangereux et abandonné, avec l'ordre strict de ne plus effectuer de missions dans la région. Mais les chuchotements n'ont pas cessé. Des années plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler parmi les chercheurs et le personnel militaire. On parle d'étranges signaux radio émanant du plateau de Vostok, des signaux qui correspondent aux anomalies décrites dans les rapports originaux. Les images satellites ont parfois montré des signatures thermiques, brèves et inexplicables dans la région, comme si quelque chose s'agitait sous la glace. Certains ont même affirmé avoir vu des ombres se déplacer sur le plateau, des formes incroyablement grandes, qui ne correspondaient au profil d'aucun animal connu. Mais ces rapports ont toujours été rejetés, enterrés sous des couches de bureaucratie et de silence. Quant à la flèche, elle reste enfouie sous des kilomètres de glace, ses secrets scellés par le froid. Mais la glace ne tiendra pas éternellement. Le monde se réchauffe et les glaciers reculent. Un jour, la flèche sera à nouveau exposée et ce qui dort en dessous se réveillera. Et quand ce sera le cas, nous ne serons pas prêts.